Je suis Arnaud Dehaye, je suis enseignant en cinéma vidéo à l'école des Beaux-Arts de Bourges, qui est une école nationale. Je suis cinéaste et artiste avec une pratique du film, mais aussi de l'écriture et de la performance. J'ai fait mes études aux Beaux-Arts de Cergy, à l'école nationale supérieure de Paris-Cergy. C'est une école à côté de Paris qui avait le statut d'école expérimentale. Et puis ensuite, j'ai voulu continuer mon travail plutôt du côté du cinéma. Et là, je suis rentré au Frénois, le studio national des arts contemporains, où j'ai pu pendant 2 ans faire 2 films et participer à beaucoup de projets d'autres artistes. Donc ça a été un moment fondateur et très important. En sortant de ça, j'ai travaillé comme journaliste pour la radio, journaliste et reporter. Donc j'allais faire des reportages sonores. J'étais aussi à l'antenne pour parler, pour évoquer ces reportages. Et puis après cette expérience-là, je suis devenu enseignant, ce qui m'a permis de continuer et d'approfondir aussi mon travail d'artiste. Donc j'ai d'abord enseigné pendant une dizaine d'années à l'école d'art d'Avignon, dans le sud de la France. Et puis ensuite, je suis rentré comme enseignant à l'école nationale supérieure des Beaux-Arts de Bourges, où j'enseigne donc le cinéma et la vidéo. 那大家好，我是海伟，我现在是 IAT 的艺术老师，其实也就是跟我们的法国教授一起共同授课 IAT 线下工作坊，然后同时我也是法国美院毕业的，在此之前我也在中国完成了一个摄影的本科，然后在法国完成了读硕士，然后在此期间呢，我也在魁北克大学进行一个为期学习的交换，后来呢也在巴黎大大进行过比较理论的当代艺术的学习，然后在2021年的时候来到了 IAT。然后从事教学和指导学生的工作。Ok, on passe à la première question. En fait, c'est la différence entre les étudiants chinois et les étudiants français que vous avez enseignés dans l'école des Beaux-Arts de Bourges ou à Avignon. Par exemple, des processus d'apprentissage sur la poser des questions ou sur la manière de communiquer entre l'étudiant et le professeur et aussi sur la compréhension de cinématographique. Comment c'est leur différence apportée sur la création? Alors déjà, un workshop, c'est un temps assez court, assez intense, assez dense. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'informations pour les étudiants. Ça leur demande beaucoup de concentration et c'est pas toujours facile de tenir la longueur sur 4 semaines. Des fois, on a des étudiants qui sont épuisés avant. Là, moi, j'ai été très surpris de l'endurance des étudiants parce qu'ils sont vraiment allés jusqu'au bout des projets de façon remarquable. Je n'étais pas certain qu'à la fin, chaque étudiant aurait un film et au final, chaque étudiant a eu un film vraiment singulier qui lui appartenait, qui représentait sa personnalité et aucun film ne se ressemblait. Donc on a déjà, premièrement, évité la difficulté de l'exercice où tout le monde se retrouve avec le même objet et chacun a su trouver son chemin avec sa personnalité. Donc ça, c'était vraiment remarquable pour moi. Quand je fais des workshops en France, je pense que les étudiants ils sont habitués à ce mode de travail. Donc cette question, elle se pose pas vraiment de trouver sa personnalité, ça vient tout de suite. Et même des fois, c'est un peu encombrant. C'est-à-dire que des fois, ça prend trop de place dans le travail. Ce que j'ai trouvé, c'est que les étudiants chinois avec lesquels j'ai travaillé là sont très travailleurs, très endurants et avaient une volonté de comprendre toutes les étapes. On travaillait un jour, le lendemain, on les revoyait en rendez-vous et le travail s'était complètement transformé où ils avaient tenu compte des conseils et ils étaient vraiment arrivés à une forme. J'ai le sentiment qu'avec les étudiants français, ça a lieu aussi, ça mais pas dans le même temps, dans un temps peut-être un peu plus long, un peu plus incertain, moins précis. Là, cet effet du jour au lendemain, c'était vraiment très frappant. L'autre chose, c'est que je crois que les étudiants chinois, puisque je leur parlais en français, ça nécessitait une traduction, etc., ce qui pouvait prendre du temps, mais je vois qu'ils avaient tous un désir de comprendre précisément ce que je disais, à la fois de comprendre linguistiquement ce que je disais dans ma langue, mais aussi de comprendre artistiquement. J'avais la chance aussi d'arriver après déjà 4 workshops préalables en performance, en dessin, en peinture. Donc ils les avaient déjà formés et ils n'étaient pas ignorants des questions artistiques, ils n'étaient pas ignorants du fonctionnement de la pédagogie française et ils connaissaient déjà un petit peu les écoles. Une chose qui m'a complètement frappé, c'est que je suis venu avec des films assez rares, assez difficiles, souvent que je montre aux étudiants plutôt en 2e ou en 3e année après qu'ils aient vu des choses plus classiques, plus simples. Et là, les étudiants n'avaient pas de problème dans la réception de ces films, c'est-à-dire qu'ils les comprenaient, ils les regardaient, ils trouvaient des recettes dedans, donc ça c'était très bien. Et ce qui m'a aussi beaucoup surpris, c'est que les étudiants avaient déjà vu beaucoup de films, des films expérimentaux, des films d'artistes, et qu'ils étaient déjà très cultivés dans le champ de l'art. Bien sûr, on leur apporte des choses, on leur apporte des références, mais j'ai trouvé que beaucoup étaient capables, déjà avec le travail qui avait été fait auparavant à IART, de trouver leur chemin tout seul et de trouver leur famille artistique. Les étudiants français apprennent à faire ça, ça devrait être plus évident, mais souvent quand ils arrivent dans une école d'art, c'est après le bac ou après une prépa. Ils ont fini le lycée il n'y a pas très longtemps, et ils n'ont pas forcément cette autonomie de recherche. Voilà, j'ai trouvé que les étudiants avaient déjà une autonomie de recherche, une autonomie à comprendre ce qu'était un point de vue. Je crois que beaucoup d'étudiants chinois apprécient beaucoup le cinéma français. Par exemple, moi, quand j'ai envie de faire mes études à l'étranger, c'est grâce au cinéma, grâce à des réalisateurs françaises, que j'ai eu cette envie d'étudier en France. Et aussi grâce à notre site magique en Chine, ça a publié les étudiants à vraiment regarder beaucoup de films un peu expérimentaux. Oui, et même des films très rares. Ils avaient déjà vu des films arméniens, ils avaient une capacité à trouver cette seule. Oui, Sagat Nova, oui. Mais effectivement, je pense que le cinéma français de la nouvelle vague, il s'est beaucoup exporté dans le monde. Il a fait une sorte de modèle aussi pour plein de gens qui avaient envie de faire du cinéma parce qu'il inventait une économie plus légère, etc. Je pense aussi que la littérature, j'ai entendu beaucoup de références littéraires et philosophiques européennes chez certains étudiants. Ça explique sans doute leur désir
désir après d'aller en France pour creuser ces points culturels, en faire leurs propres outils, pour peut-être après revenir avec ça en Chine et travailler avec ça, avec ces méthodes-là. Aussi, je voulais parler à une autre remarque, c'est dans un workshop de film. En fait, ce qu'on peut travailler avec les étudiants ne sont pas vraiment coincés dans ce médium. Grâce au film, on peut parler beaucoup de choses, on peut parler beaucoup de sujets, et mettre beaucoup de médiums dans le film. Oui. Par exemple, on a 2 ou 3 étudiants qui ont travaillé l'animation, qui mélangent leurs dessins et photos, collage. Donc la film, comme tu l'as dit, c'est comme une maison. Oui. On peut vraiment montrer beaucoup de choses pour créer une narration, de mieux s'exprimer soi-même. Oui. C'est un bel médium pour faire de l'art contemporain. Oui. Effectivement, on a parlé beaucoup de questions artistiques. Alors, moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est le cinéma tel que le pratiquent les artistes, donc plutôt cinéma expérimental, cinéma d'artistes, cinéma qu'on voit dans les musées ou dans les galeries, pas forcément le cinéma de production. On a parlé beaucoup de l'adresse. Qu'est-ce que c'est qu'un geste d'adresse artistique vers l'autre, vers le public? Donc ça, c'est une chose que les étudiants ont très vite assez bien compris. Donc ils ont fait des films très généreux. Et puis on a évoqué que effectivement, le cinéma était une maison qui devait accueillir beaucoup de choses, qui pouvait accueillir des choses documentaires, mais aussi des histoires personnelles, différentes manières de faire, différents médiums, et puis à la fin accueillir le spectateur. Ça, je crois qu'ils l'ont assez bien compris, et on avait laissé vraiment toute l'attitude, toutes les possibilités pour qu'ils intègrent leur pratique artistique déjà. Certains dessinent très bien, d'autres utilisent très bien la couleur, d'autres avaient fait des performances, et on a laissé rentrer ça dans les films sans formater les films, sans dire vous ferez un documentaire, vous ferez une fiction, vous raconterez une histoire. Donc le résultat, ça a été qu'on a eu quelques documentaires, quelques dispositifs, beaucoup de films poétiques, un journal filmé, des films d'animation, des nouvelles filmées, on est même un peu au bord du roman, certains racontent une histoire, mais tout ça était très ouvert et on a donc eu une pluralité de formes. Ça c'est très important et c'est comme ça qu'on enseigne le cinéma dans les écoles françaises, et même je dirais qu'il est de plus en plus enseigné comme ça dans les écoles de cinéma aussi à la FEMIS, où on se pose la question d'autres types de narration, des fonctions du cinéma, des durées aussi, parce que classiquement un film commercial c'est 1h30, mais là on a fait des films pour les plus longs qui duraient 20-25 minutes, d'autres beaucoup plus courts qui duraient 2 minutes simplement, mais c'est pas soucié de format, on s'est pas posé des contraintes commerciales ou classiques, et ça permet aux étudiants vraiment de libérer leurs énergies, de chercher, de faire des allers-retours dans le travail et dans les formes. Donc il n'y avait pas de forme posée a priori. Notre choix pédagogique, ça a été de poser d'abord 2 questions ou 2 objets. Le visage, qu'est-ce qu'un visage, comment on le filme, comment on l'approche, quelle est la distance par rapport à un visage, et toutes les problématiques que ça pose, de narration, de fiction, sociale, poétique, politique, historique. Et puis l'écran, qu'est-ce que c'est que cet écran de cinéma devant lequel on s'installe, devant lequel on s'assoit collectivement, devant lequel on va parler après, et qu'est-ce que c'est que cet écran de l'installation où tout à coup le spectateur devient une sorte de promeneur dans le cinéma. Donc ça a beaucoup intéressé les étudiants, ils ont emprunté des voies différentes pour explorer ça et je crois que les résultats ont été très riches. Je sais que vous avez aidé les étudiants qui ont réussi les concours à FEMIS. Est-ce que vous pouvez partager un exemple? Quel est le fil conducteur de cet étudiant? Quel est le point fort dans ce travail? Et pourquoi c'est le genre de point fort qui a touché les jurys? Quel point les études chinois peuvent développer grâce à cette... Déjà, il faut savoir une chose, c'est que la FEMIS, c'est une école purement de cinéma. On n'y travaille que le cinéma dans différentes sections. Réalisation, scénario, montage, son, production, décor. Et c'est une école qui forme les professionnels du cinéma. C'est-à-dire que c'est une école qui forme non pas forcément des auteurs ou des artistes, mais des gens qui vont travailler dans les différents métiers du cinéma. C'est une école très importante en France et qui est très sélective, avec un concours assez compliqué et qui est plutôt difficile à réussir. C'est très différent des écoles d'art françaises. C'est une école en fait où les qualités requises sont souvent des qualités littéraires. Il faut savoir écrire, parler, mettre en forme des projets, et souvent les étudiants qui rentrent dans ces écoles sont passés par 1, 2 ou 3 années à l'université. Ça peut être dans les sciences humaines, en sociologie, en histoire, en ethnologie, en anthropologie, mais ça peut être aussi dans les études de littérature, lettres modernes, lettres classiques, ça peut être aussi des études de philosophie, ou alors ça peut être dans les prépas françaises, les prépas littéraires qu'on appelle Hippocagne et Cagne. Donc on a souvent affaire à des candidats, des concurrents qui sont très littéraires, c'est-à-dire qui savent très bien écrire, très bien s'exprimer, qui sont très cultivés en littérature, en philosophie, mais aussi en cinéma. C'est des étudiants lettrés qui savent mettre en forme des projets. L'exemple que je pourrais donner, c'est un étudiant qui était très littéraire, qui avait fait effectivement des classes préparatoires Hippocagne et Cagne, et puis qui devait peut-être finir une licence d'études cinématographiques. Donc il avait vu beaucoup de films classiques du cinéma mondial. Il avait une réflexion assez profonde sur le film, et il avait commencé à faire des débuts de films. Mais il avait écrit beaucoup de projets, il avait filmé quelques images, mais il était peut-être pas complètement à l'aise avec l'image. Sans doute moins à l'aise qu'un étudiant après un workshop tel qu'on vient de le faire, ou qu'un étudiant en école d'art au bout d'1 année ou 2 années. Il n'était pas exactement plasticien, comme on dit, voilà, dans la fabrication des images. Par contre, il avait sans doute une analyse et une façon d'exprimer son analyse beaucoup plus poussée, beaucoup plus précise, peut-être plus rationnelle et plus facile dans l'expression. Le projet qu'il a proposé, c'était un projet sur une ZAD, zone à défendre, c'était la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est une zone naturelle sur laquelle il y avait un projet d'aéroport, et la population qui habitait là
des paysans, mais aussi des militants, venaient défendre cette zone en s'opposant à la force publique, etc. Quand il est allé là-bas, qu'il a rencontré les gens, ça lui a rappelé des images qui avaient été faites dans sa famille, des images de cinéma, mais plutôt de cinéma amateur, qui avaient été faites pendant les événements des manifestations étudiantes en 1968 en France, pendant les grandes grèves. Et ce qui l'a intéressé, c'est de mettre ces deux éléments en relation à une cinquantaine d'années de distance. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux événements où on avait à peu près les mêmes personnes qui avaient 20 ans en 68, qui avaient 70 ans en 2018, enfin au moment des événements sur la ZAD, et il a essayé de commencer à faire un montage croisé à partir d'interviews de ces personnes, etc. Et c'était très finement écrit, c'est-à-dire que les idées qu'il portait ont vraiment intéressé le jury. Voilà, où ils ont vu dans cette proposition un enjeu historique, un enjeu politique, un enjeu social et une réflexion assez poussée sur ces événements et sur l'histoire telle qu'elle avance en France. Donc ça les a intéressés comme jury d'intégrer cet étudiant dans l'école. Alors il a passé aussi les autres épreuves du concours où il y a des textes très longs à écrire, il y a une analyse de film, une analyse de séquence, il y a un dossier à montrer, etc. Donc c'est vraiment beaucoup d'étapes de travail. Mais il a su traverser toutes ces étapes parce qu'il avait une réflexion assez profonde sur ce que pouvait faire le cinéma en termes de forme, en termes de narration et quel était le rôle du cinéma dans la société, quel était le rôle d'un film par rapport au public. Donc s'engager d'actuel. C'est le plus important quand on commence les études artistiques, surtout quand on essaie de rentrer dans une école comme la FEMIS, c'est d'avoir un vrai engagement dans le langage cinématographique ou dans le langage artistique. C'est ça qui fait la différence entre des étudiants. Parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui ont un désir de cinéma, mais ce désir de cinéma, c'est un désir de spectateur. Ils aiment voir des beaux films, ils rêvent de beaux films, mais ils ne pensent pas que le langage cinématographique est quelque chose sur lequel on peut agir. Voilà, donc cet engagement dans les questions du langage cinématographique, dans la forme des films, dans la fabrication des films, c'est le plus important. Donc pour se préparer à ça, le plus important c'est de voir beaucoup de films, de lire beaucoup de textes critiques sur le film et de commencer à écrire sur le film, à avoir une réflexion sur sa fonction, sur la forme qu'il peut avoir et sans doute aussi de commencer à essayer de faire du film, puisque aujourd'hui c'est très simple de faire des films, n'importe quel qui avec un téléphone portable peut filmer, mettre ces images sur un ordinateur et commencer à faire du montage. Voilà, donc aujourd'hui c'est vraiment accessible pour tout le monde, techniquement. Donc il n'y a que présenter ce projet-là ou il y a d'autres projets à côté pour accomplir son problématique ou son envie de travail? Non, c'était principalement ça son projet. Après je pense qu'il a eu une grande capacité à discuter avec le jury et à aller assez loin dans la discussion parce qu'un jury retient un étudiant parce qu'il parle le même langage, parce qu'ils ont déjà des références en commun, parce qu'ils regardent le cinéma un peu de la même manière. On a des étudiants qui restent souvent un peu spectateurs et pour eux le concours ne marche pas. Et on a déjà des étudiants où on se dit, tiens, cet étudiant, s'il a les moyens du cinéma, s'il apprend encore plus précisément le langage cinématographique, va devenir un cinéaste. Quelles sont les principales choses et compétences cinématographiques qu'on enseigne dans ce cours, dans ce workshop, et comment pensez-vous que ces contenus peuvent aider les étudiants chinois à mieux se préparer et à postuler aux écoles d'art ou des écoles cinéma françaises? On a d'abord abordé le cinéma conceptuellement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le cinéma, qu'est-ce que c'est que sa fonction dans la société, qu'est-ce que c'est que sa fonction parmi les autres arts. Il a un mode de production, il a un mode d'existence différent des autres arts, donc on a vraiment fait le point là-dessus. Je pense qu'ils ont bien compris quels étaient les enjeux du cinéma et de la vidéo, qui sont des enjeux distincts. On l'a abordé sur le premier cours, qui était un cours un peu générique, général, et puis on a fait des rappels tout au long du workshop au fil des différentes étapes de travail. Ensuite, on a abordé jour par jour les différentes étapes de travail avec des petits exercices. La première étape, c'était celle de l'écriture cinématographique. Qu'est-ce que c'est qu'une écriture cinématographique? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que de fabriquer des images qui ont une durée, et qu'est-ce que c'est que de fabriquer un film qui est un objet qui se déroule dans le temps, avec un début et une fin, et quelque chose qui se passe au milieu. On a posé la question de la forme des films, de leur morphologie, on a posé la question de leur découpage et on a posé la question de la timeline. Quelle est la forme d'un film? Est-ce qu'il démarre vite? Est-ce qu'il démarre lentement? Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est silencieux? On a essayé de penser les films comme des gestes. Ça, c'était la première chose. Et là, pour eux, c'était une étape où en fait ils dessinaient, ils écrivaient, ils faisaient des schémas. À partir de là, on s'est dit qu'il fallait fabriquer des images, donc c'est venu très rapidement. Ils ont commencé à aller fabriquer les images par rapport au découpage, par rapport au projet qu'ils avaient prévu. Et on a commencé à regarder les images, corriger les images en termes de cadre, en termes de lumière, en termes de durée. Donc les premiers défauts des films, que c'était mal cadré, c'était parfois flou, c'était souvent trop court, ils filmaient pas assez longtemps pour avoir une action entière, donc on a corrigé tout ça avec eux. Ils sont repartis filmer et puis ils ont apporté des images un peu plus correctes et des sons aussi. Ensuite, on a confronté ces images à leur projet initial, à la timeline qu'ils avaient dessinée, à leur découpage, puis on a vérifié qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui n'était pas important, qu'est-ce qu'ils avaient découvert de nouveau. Donc on est vraiment rentré dans un processus organique de fabrication du film où tout à coup on pouvait renoncer au projet initial parce que le projet se transformait. La transformation d'un projet, ça arrive toujours dans tout processus artistique, quel que soit ce qu'on fait, le dessin, la peinture, la vidéo, la performance, le son. Et puis ça transforme le projet, cette étape de montage. C'est-à-dire qu'on avait par exemple des étudiants qui étaient partis sur des questions documentaires, un petit peu sociales.
mais on voyait pas vraiment ça dans leurs images. Donc quand on a commencé à monter les images entre elles, c'est autre chose qui est apparu de l'ordre de la sensation, de l'émotion, et on est allé vers des formes plus expérimentales, plus poétiques. On a eu des choses qui s'apparentaient davantage à un journal filmé, d'autres plutôt à des poèmes cinématographiques. C'est le moment où le montage, le film trouve un peu sa forme. Puis il y a eu cette étape un petit peu où on titre, où on sous-titre aussi, puisque les films des étudiants vont partir en exportation vers les écoles françaises. Donc les étudiants ont fait un gros travail de traduction, un gros travail de sous-titrage. On les a aidés à ça. Et puis la dernière étape avant le bilan, c'était de penser la projection. Quels films s'adressent plutôt au collectif et à la salle de cinéma? Quels films sont plutôt pour le promeneur solitaire et pour l'installation? Donc on a réfléchi à tout ça avec eux, puis on a commencé à faire des mises en espace, regarder les formats de projection, des choses un peu techniques, se mettre d'accord avec eux sur les espaces. Et puis on est arrivé à la dernière étape qui était hier et aujourd'hui, c'est-à-dire le bilan. C'est-à-dire une séance collective où on invite des personnes extérieures. On a composé une vraie séance de cinéma, une vraie séance de travail, où il faut alterner les films pour que pas avoir des films qui se ressemblent trop. Il faut composer un petit peu un programme. On y a réfléchi un petit peu avec eux et puis beaucoup tout seul pour accélérer le temps. Et puis ces 2 jours étaient des journées de discussion avec eux autour des films, des journées de bilan où on vérifiait un petit peu la qualité de leurs films, la qualité de leurs hypothèses, la qualité de leurs projets. Donc les étudiants présentaient oralement le film, puis ils montraient le film, on regardait le film, ils réexpliquaient un petit peu leurs intentions au public qui était là, et puis après s'ouvrait une discussion, un moment de regard critique, et c'est un moment de travail très très important dans une école bien sûr, mais aussi dans certaines salles de cinéma, certaines projections où les réalisateurs et réalisatrices sont invités. Voilà, donc ça a été une bonne semaine de travail quand même. Voilà, c'est intense pour eux. C'est vraiment intéressant pour eux parce que grâce à une projection collective, ça a ouvert beaucoup de questions. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de position d'artiste, aussi on a parlé de la geste dans l'art et les formes et les choses importantes dans l'art et aussi dans les écoles d'art. On a parlé aussi de l'adresse et du point de vue. Donc c'est des questions qui ont traversé tout le workshop. Alors c'est des étudiants de prépa qui sont au début d'un travail artistique. On s'est dit que c'était important de leur poser des très grosses questions du travail artistique tout de suite, parce que même s'ils n'arrivent pas éventuellement à les intégrer tout de suite, parce que ça prend du temps, ça peut prendre plusieurs années, ça peut prendre une vie pour résoudre ces questions-là ou même simplement les poser. Mais on s'est dit dès le départ que si on leur posait ces questions-là, comme ils allaient les entendre à nouveau dans les écoles où ils se trouveraient l'année prochaine, au fil de leurs études, au fil de leur travail, ces questions trouveraient un écho et ils gagneraient du temps. Donc on a eu des débats assez profonds avec eux sur le rôle de l'artiste, qu'est-ce que c'est qu'un regard documentaire, qu'est-ce que c'est que le réel, qu'est-ce que c'est qu'un point de vue, qu'est-ce que c'est qu'un geste artistique, qu'est-ce que c'est qu'une adresse artistique, comment on s'adresse au public, quelle est la place du public là-dedans, devant une œuvre, quelle est la place de l'artiste dans une œuvre, est-ce que l'artiste doit disparaître, qu'est-ce que c'est qu'un artiste qui devient narcissique, et est-ce qu'un artiste narcissique rate son œuvre. On a évoqué énormément de questions qui font beaucoup réfléchir les étudiants, qui vont continuer à les faire réfléchir, qui vont peut-être les empêcher de dormir, mais qui vont vraiment les faire avancer. Et j'ai le sentiment qu'après ces 4 semaines de workshop, on a des étudiants très forts pour aborder les concours. Alors ça, c'est le rôle de la prépa. IART fait ça très bien, et que ces 4 semaines, je crois qu'on l'a fait plutôt très bien. Mais en plus de ça, on a des étudiants qui désormais peuvent travailler le film, ont une autonomie de travail pour faire des films. Donc ils n'ont plus qu'à continuer. Au fil de leurs études, au fil de leur parcours, ils vont rencontrer d'autres profs, d'autres interlocuteurs, d'autres artistes, mais ils ont déjà un début de méthode qui leur permet d'aller très très loin, tout seuls, même les semaines prochaines, même les mois prochains. On va pas travailler avec eux, en tout cas moi, les semaines prochaines, mais le travail peut continuer. Ils ont une autonomie. L'idée d'un film, ça peut être toujours très compliqué parce qu'on l'idéalise, on pense au chef-d'œuvre, on pense au grand film, on sait qu'un film ça coûte cher, que c'est une économie de travail très forte, une économie collective, et qu'on n'a pas les moyens de faire un film parce qu'on idéalise ça dans les écoles de cinéma, en Chine comme partout dans le monde. Et là, je crois qu'avec le workshop, on leur a montré que le cinéma pouvait produire des films très importants, peut-être des chefs-d'œuvre, on leur en a montré certains, dans une économie plus artisanale, dans une économie dans laquelle comme individus, ils peuvent s'inscrire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas après aller chercher à faire du cinéma de production, du cinéma professionnel, du cinéma industriel, de travailler avec des équipes, avec des plus gros moyens, mais ils peuvent déjà commencer à faire des projets filmiques pour les concours des écoles d'art, pour les concours des écoles de cinéma, et certains films peuvent être aussi montrés en festival et concourir dans les festivals. Je crois que ces 4 semaines de workshop leur a appris une méthode et leur a donné une idée de la liberté artistique avec l'outil du cinéma. D'après votre expérience sur l'orientation du portfolio et aussi les critères de sélection des travaux des écoles d'art et des écoles d'art de cinéma, donc quels sont les principaux conseils que vous donnez aux étudiants lorsqu'ils travaillent sur leur film et comment pensez-vous pouvoir passer la sélection initiale, la présélection des écoles de cinéma français grâce à le portfolio d'étudiants? La question des portfolios dans les concours, elle est toujours croisée avec la question de la rencontre avec l'étudiant. Un portfolio, ça n'existe pas tout seul, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sélectionne pas des portfolios dans les concours, on sélectionne des étudiants dans une dynamique de travail et on vérifie en regardant le portfolio et en discutant avec eux qu'ils sont dans cette dynamique de travail qui va continuer dans les écoles où on les recrute. On recrute des étudiants pour une seule raison, c'est qu'on a envie de travailler avec eux pendant 3 ou 5 ans dans nos écoles
nous comme enseignants, eux comme étudiants. Donc le moment du concours, c'est une rencontre où l'étudiant doit pouvoir démontrer qu'il est ouvert, qu'il comprend les questions, qu'il est prêt à échanger, qu'il est généreux et qu'il parle un peu le même langage artistique que les personnes qu'il a en face de lui. Si dans son portfolio, on a des peintures, il va falloir parler de peinture, il va falloir parler des enjeux de la peinture, il va falloir expliquer comment on fabrique ces peintures, comment on peint, il va falloir parler des références, quels sont les artistes qu'on regarde, quels sont les peintres qui nous intéressent, quelles sont les périodes de l'histoire de l'art dans lesquelles ou à la suite desquelles on inscrit son travail. En gros, il faut essayer de définir une histoire de l'art, peut-être de la peinture, mais aussi plus largement des autres médiums dans laquelle on a envie de s'inscrire. C'est pas la même chose de prendre une voie impressionniste autour des impressions, des sensations, et de prendre une voie expressionniste autour de l'expression et peut-être de l'action. Voilà, donc il est important que l'étudiant il sache se situer dans l'histoire et plus particulièrement dans l'histoire de l'art. C'est pareil en fonction de tous les portfolios. Si on a un portfolio qui a une tendance plutôt cinéma, il va falloir parler dans les références des films que l'on a regardés, savoir donner un exemple, peut-être parler avec précision d'un cinéaste, peut-être parler avec précision d'une séquence d'un film, peut-être parler avec précision de plusieurs films qui forment une famille, un ensemble. Il va falloir s'inscrire là-dedans. C'est pas la même chose de décider de s'inscrire dans un côté Jean-Luc Godard ou dans un côté Sergueï Parajanov. Pour les étudiants qui connaissent ces deux cinéastes, c'est deux esthétiques différentes, c'est deux modes de fabrication différents et c'est deux façons d'être au monde différentes. La façon d'être au monde, elle est très importante. Il va falloir que l'étudiant arrive à l'exprimer. Dans quel monde il vit? Dans quel monde il a envie d'évoluer? Qu'est-ce qu'il regarde? D'où il vient? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas, peut-être? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Ça permet pour l'étudiant de définir des questions, peut-être des problématiques artistiques auxquelles il va travailler et peut-être de parler des formes dans lesquelles il va travailler. Ça lui permet en cinéma, mais ça lui permet aussi en dessin, en peinture, en photographie, en performance, de définir son territoire et aussi de définir un point de vue. C'est très important le point de vue pour un artiste. C'est l'endroit à partir duquel un artiste décide de s'exprimer et c'est l'endroit à partir duquel il décide de parler au monde et éventuellement de rêver à transformer ce monde. Cette position artistique, elle est très importante parce que c'est aussi plus largement une question philosophique et une question politique. Cet étudiant, en prépa, il n'a pas vraiment le temps de la définir, mais même au cours des années dans une école d'art, c'est souvent très court pour la définir très pleinement. C'est le travail d'une vie d'artiste. Mais, en tout cas, je crois après la prépa, après ce workshop, ils ont l'idée de cette question, ils commencent à réfléchir et ils commencent déjà un peu à définir leur point de vue, leurs problématiques, leurs questions, leur rapport au monde et leur engagement, puisque à un concours d'entrée d'école d'art, dans les épreuves, on attend de sentir l'engagement de cet étudiant. Je crois que les étudiants qu'on a vus hier et aujourd'hui ont déjà commencé à définir un petit peu ça et qui sont plus forts de ça, et ça va s'amplifier au fil des semaines à venir avant les concours. Les entretiens, généralement, c'est un petit durée, genre oui. 15 minutes. 15 minutes, 20 minutes, oui. Ouais. Donc il faut vraiment avoir la capacité de bien prononcer les problématiques, les mots, et surtout, quand vous mentionnez les références, oui. Quelles références de famille que je participais, on pourrait parler le même langage en tout cas. Oui. Bien sûr, voilà. Donc, à part de qualité de réalisation des travaux, en fait, c'est ça les jurys qui donnent. On a parlé de la déclencheur de rentrer dans un travail artistique et personnel. Vous êtes toujours très motivé, très passionné sur le cinéma ou sur l'enseignement. Plutôt son question, c'est plutôt sur l'art, le cinéma. Et vous, comment vous trouvez ce déclencheur? C'était quand? Pour avoir un travail toujours très motivé pour vous et toujours très... Ouais. Donc cette question du déclencheur, elle est très mystérieuse, elle appartient à chacun. Ça peut se déclencher pour n'importe quel artiste ou n'importe quel étudiant de plein de manières différentes. Ça dépend de son histoire, ça dépend de sa sensibilité, ça dépend de sa nécessité. On a des fois des étudiants ou des artistes qui ont une nécessité vraiment d'expression. Ils ont quelque chose à dire, donc ils vont être très actifs avec les outils artistiques, avec les formes artistiques. D'autres sont plus timides, donc moins besoin d'action, ils ont besoin d'observer pour comprendre, et l'art, c'est un moyen d'observer la chose. Et après, on le montre aux autres. Par exemple, la question de l'adresse pour certains étudiants qui sont très généreux, pour certains artistes, c'est très évident parce qu'ils adressent tout de suite, ils ont quelque chose à dire, éventuellement ils ont besoin de crier ou de dire les choses clairement. D'autres sont plus timides, c'est plus compliqué la question de l'adresse et de montrer au public. Ça dépend, mais ça fait quand même des artistes. Donc il y a plein de manières différentes. Il y a des gens qui deviennent artistes parce qu'ils ont vu des choses à la télévision que tout le monde aurait pu voir, mais eux ça les a frappés, ça leur crée une émotion, ils ont envie de retrouver cette émotion, de comprendre les choses. Certains artistes, certains étudiants veulent devenir des stars, ils veulent qu'on parle d'eux. Ça, je pense que c'est un moteur un peu compliqué et un peu dangereux, mais il existe quand même. D'autres ont envie de comprendre le monde. Ça peut passer par un travail artistique, ça peut aussi passer par d'autres voies, par la science, par la philosophie, par d'autres choses, mais certains c'est par le moyen artistique. D'autres simplement ont un plaisir plastique à fabriquer des formes. Ils aiment fabriquer des formes, ils aiment jouer avec la couleur, ils aiment faire du modelage, et tout ça, ça peut venir par exemple de sensations qui viennent de l'enfance. Avec le travail artistique, avec l'éducation, avec les études, ces gestes de fabrication, dessus, ils se rendent compte qu'il y a des idées.